Deux chiffres s'opposent brutalement et fissurent l'idée d'un retrait présenté comme définitif au Sahel contemporain, officiellement relayé ailleurs. L'un proclame des départs achevés et une page tournée, l'autre montre des survols militaires persistants qui augmentent autour des frontières clés depuis 2023, régionaux. Que signifie ce décalage pour les citoyens du Burkina Faso? Et comment Ibrahim Traoré l'interprète-t-il publiquement au fil des discours récents aujourd'hui? Derrière le vocabulaire rassurant, un horizon plus exigeant se dessine lentement, mêlant souveraineté contestée, route commerciale surveillée et dépendance invisible durable pour les populations locales quotidiennes. Ce récit s'engage à clarifier ce qui se joue réellement derrière les annonces de retrait et les mots soigneusement choisis, en suivant uniquement les faits observables et les perceptions locales. L'enjeu est simple: comprendre ce que ces transformations impliquent pour la souveraineté, la sécurité quotidienne et les marges de décision des États sahéliens. Il ne s'agit pas de trancher un débat idéologique, mais d'examiner comment un changement de vocabulaire peut produire des effets concrets sur des frontières, des routes et des équilibres fragiles. À travers une chronologie précise et des exemples situés, le public découvrira comment une présence peut se réduire en apparence tout en se reconfigurant dans l'espace. Cette analyse mettra en lumière les coûts invisibles, dépendances prolongées, zones grises juridiques et incertitudes pour les populations vivant au contact direct de ces dispositifs. Elle permettra aussi de mesurer pourquoi certaines paroles, notamment celles d'Ibrahim Traoré, ont trouvé un écho particulier dans la région, non par leur tonalité, mais par leur adéquation avec ce qui était déjà perçu sur le terrain. L'objectif final est d'offrir des clés de lecture pour interpréter les mois à venir sans se limiter aux déclarations officielles. Voici une première bascule. Le retrait, annoncé après 2023, n'a pas créé de vide stratégique. Il a coïncidé avec une continuité mesurable, dont un repère simple. Environ 1700 soldats français sont restés répartis entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon après les annonces officielles. À partir de ce point, la chronologie devient plus lisible si l'on suit les indices plutôt que les déclarations. En 2023, les derniers convois français quittent officiellement le Burkina Faso et le récit dominant évoque la fin d'un chapitre. Pourtant, sur le terrain, d'autres signaux émergent presque simultanément. Des bases changent d'appellation pour devenir des centres de coopération. Des unités visibles sont remplacées par des instructeurs. Et l'activité aérienne, dite coopérative, se maintient, voire s'intensifie par endroits. Dans les mois suivants, plusieurs éléments dispersés commencent à former un motif. Le texte source mentionne des constructions rapportées à Parakou, le maintien d'instructeurs malgré des fermetures annoncées à Dakar, ainsi que la réactivation progressive d'infrastructures aériennes, notamment des hangars modernisés à Abidjan capables d'accueillir des appareils en peu de temps. À partir de la mi-2024, des marqueurs discrets, souvent décrits comme des cercles rouges sur des cartes satellites, réapparaissent de façon régulière. Pris isolément, chacun semble mineur. Assemblés, ils dessinent une architecture régionale et orientée vers le cœur du Sahel. Ce déplacement du visible vers le discret s'accompagne d'une perception locale de plus en plus nette. Autour de Ouagadougou, des habitants racontent que les drones, annoncés pour la stabilisation, semblent suivre des axes commerciaux plutôt que les zones de groupes armés. Dans le sud, des commerçants interprètent certaines trajectoires comme une surveillance économique plus que sécuritaire. Le vocabulaire de la coopération commence alors à perdre sa neutralité. C'est dans ce cadre que la lecture d'Ibrahim Traoré prend une valeur descriptive. Lorsqu'il affirme que les puissances ne partent pas mais se repositionnent, il met des mots sur un décalage déjà perçu. La question centrale se resserre. Que signifie réellement partir lorsque les infrastructures et les capacités demeurent, simplement sous une autre forme? Pour comprendre comment ces transformations sont vécues, deux trajectoires ordinaires servent de guide concret, loin des communiqués et des cartes abstraites. La première
est celle d'une mère vivant à la périphérie de Ouagadougou. Son fils est mort lors d'un affrontement avec des insurgés armés d'équipements venus d'Europe. Pour elle, le paradoxe est immédiat. Comment parler de protection étrangère quand les mêmes couloirs aériens servent à la fois aux drones dits stabilisateurs et aux flux d'armes qui nourrissent le conflit? Son témoignage est assez bref, sans emphase, mais il traduit une réalité vécue où les mots officiels ne correspondent plus à l'expérience quotidienne. Le second guide est un commerçant du sud du pays, habitué aux marchés transfrontaliers. Depuis 2023, il observe que les trajectoires aériennes ne coïncident pas avec les zones les plus dangereuses, mais avec les axes économiques majeurs. Pour lui, la sécurité n'est pas un concept stratégique. C'est la possibilité de circuler sans être observé depuis un ciel qu'il ne contrôle pas. Ses décisions changent, ses itinéraires se déplacent, ses coûts augmentent. Ces deux récits n'expliquent pas la géopolitique, mais ils en révèlent les premiers effets tangibles. Ils montrent comment un repositionnement présenté comme technique modifie des choix de vie, des routes commerciales et des perceptions de souveraineté. Ce sont ces micro-ajustements, répétés jour après jour, qui transforment une annonce lointaine en contrainte concrète. Quand les mots se changent, le quotidien paie le prix. Ces regards ordinaires éclairent pourquoi certaines alertes trouvent un écho si large, bien avant toute analyse internationale structurée. Tout commence officiellement en 2023, lorsque les convois français quittaient la base de Naham sous un soleil écrasant. Les images diffusées à l'international parlent de clôture, de fin de cycle et de transition stratégique assumée. Dans les capitales occidentales, le récit est clair. Une présence ancienne s'achève, laissant place à une nouvelle phase, plus légère. Sur les routes poussiéreuses du Burkina Faso, cependant, l'atmosphère ressemble moins à une libération nette qu'à un changement de décor soigneusement orchestré. Dans les semaines qui suivent ce départ, une première série de signaux apparaît. Rien de spectaculaire, mais une accumulation d'indices. Des cartes satellites montrent de nouveaux points discrets là où l'on n'en attendait plus. À Parakou, des bâtiments émergent rapidement. À Abidjan, des hangars modernisés réapparaissent comme si une infrastructure mise en sommeil avait simplement attendu son heure. À Dakar, malgré l'annonce de fermeture, des instructeurs demeurent présents. Le vocabulaire évolue. On ne parle plus de base, mais de centre, plus de troupes, mais de coopération. La structure, elle, reste reconnaissable. Cette phase marque le passage du déclenchement à la montée en tension. Les habitants commencent à comparer ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Les drones, annoncés comme outils de stabilisation, multiplient leur survol. Des commerçants signalent qu'ils suivent davantage les axes économiques que les zones connues pour abriter des groupes armés. Des ingénieurs mesurent des pistes. Des équipes techniques posent des fondations, toujours sans annonce majeure. Chaque élément pris isolément semble anodin. Ensemble, ils dessinent une dynamique cohérente. C'est à ce moment que la parole d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans la séquence. Lorsqu'il déclare que les puissances étrangères ne partent pas mais se repositionnent, ces propos ne déclenchent pas une rupture brutale. Ils agissent plutôt comme un révélateur. Beaucoup y reconnaissent ce qu'ils observent déjà. Un déplacement progressif, moins visible, mais plus diffus. La tension ne vient pas d'un affrontement direct, mais d'un écart croissant entre le récit officiel et l'expérience locale. Le point culminant survient lorsque ces indices cessent d'être perçus comme temporaires. À partir de la mi-2024, les cercles rouges, évoqués sur certaines cartes, deviennent réguliers. Ils ne signalent pas une base massive, mais une série de nœuds interconnectés. La présence n'est plus frontale, elle est logistique. Elle s'appuie sur des infrastructures, des couloirs aériens et des capacités techniques capables de fonctionner sans drapeau ni cérémonie. Les répliques ne tardent pas. Dans les marchés, les discussions se font plus prudentes dès que le mot coopération est prononcé. Dans les radios locales, la notion de souveraineté revient avec insistance. Les chancelleries continuent de parler d'ajustement stratégique, tandis que dans le Sahel, beaucoup décrivent un anneau qui se resserre lentement.
Les deux lectures décrivent le même enchaînement, mais elles n'en subissent pas les conséquences de la même manière. Cette séquence, départ affiché, recomposition discrète, tension diffuse, constitue le cœur du moment actuel. Elle montre comment un événement présenté comme une rupture peut produire, en réalité, une continuité transformée. Et c'est précisément dans cet intervalle, entre le spectaculaire et le silencieux, que se joue la compréhension du Sahel aujourd'hui. Avant le retrait annoncé, la présence militaire étrangère reposait sur des bases visibles et des effectifs concentrés. Après 2023, elle s'exprime par un réseau dispersé, plus discret mais fonctionnel. Cette bascule, du volume vers la densité, constitue le point de départ pour lire les chiffres disponibles sans les surinterpréter. Un premier repère chiffré se détache. Environ 1 700 000 soldats français demeurent déployés entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon après 2023. En clair, un effectif réduit, mais suffisant pour maintenir une continuité régionale active. Ce nombre, inférieur au pic des années précédentes, marque une diminution apparente. Pourtant, il révèle aussi une capacité persistante. Ces forces ne sont plus destinées à occuper un territoire précis, mais à soutenir un maillage logistique capable d'agir rapidement autour du Sahel. Au Sahel. Un deuxième repère apparaît, la remise à niveau d'infrastructures aériennes clés, notamment les hangars modernisés d'Abidjan, mentionnés dans le texte source. En clair, l'infrastructure conditionne l'action plus durablement que la présence humaine. Ces installations, invisibles pour une grande partie de l'opinion publique, permettent l'accueil d'appareils en quelques semaines. Elles indiquent qu'un retrait strictement opérationnel peut coexister avec une préparation logistique intacte, prête à être mobilisée sans annonce préalable. Un troisième repère s'impose, la multiplication régulière de points signalés sur carte satellite à partir de mi-2024, souvent décrits comme de modestes cercles rouges. En clair, des nœuds dispersés peuvent former un système plus efficace qu'une base unique. Pris séparément, ces points semblent insignifiants. Pris tous ensemble, ils dessinent une orientation claire vers le cœur du Sahel, suggérant une architecture régionale conçue pour encercler sans occuper. Ces trois indicateurs ne constituent pas une preuve d'intention politique, mais ils suffisent à invalider l'idée d'un vide stratégique. Ils montrent une transformation de la présence, moins frontale, plus administrative, et davantage fondée sur la capacité que sur la visibilité. Le passage d'un modèle territorial à un modèle logistique change la nature du débat. Il devient plus difficile à cartographier, plus complexe à réguler et moins sensible aux annonces publiques. Dans ce contexte, les propos d'Ibrahim Traoré trouvent une cohérence particulière. Lorsqu'il évoque un repositionnement plutôt qu'un départ, il ne s'appuie pas sur une rhétorique abstraite, mais sur la lecture de ses continuités mesurables. Pour ses partisans comme pour ses critiques, l'intérêt de son diagnostic réside dans son caractère descriptif. Il nomme un décalage entre chiffres affichés et capacités maintenues. La bascule du visible vers le discret a aussi des implications pratiques. Une présence logistique peut durer plus longtemps qu'une présence déclarée, car elle suscite moins de réactions immédiates. Elle s'adapte plus facilement aux contraintes diplomatiques et repose sur des éléments techniques difficiles à contester publiquement. Ainsi, ces chiffres ne racontent pas une histoire spectaculaire. Ils racontent une mutation. Et cette mutation déplace la question centrale. Il ne s'agit plus de savoir combien de soldats partent, mais quelles capacités restent actives une fois que le discours du retrait est prononcé. Deux interprétations solides s'affrontent autour de la présence française remodelée au Sahel, et chacune mérite d'être examinée sans caricature avant toute conclusion. La première lecture, portée par des responsables occidentaux et certains analystes internationaux, défend l'idée d'une stabilisation régionale adaptée. Selon cette approche, la réduction des effectifs visibles, la fermeture officielle de base et la transformation des troupes en conseillers témoignent d'une volonté réelle d'alléger l'empreinte militaire.
Les drones et les survols dits coopératifs seraient maintenant concentrés sur des corridors vulnérables, susceptibles d'être exploités par des groupes armés mobiles. Dans cette perspective, la présence actuelle n'est ni une occupation ni un encerclement, mais un filet de sécurité modernisé, plus souple et mieux réparti, conçu pour répondre à des menaces diffuses sans reproduire les schémas du passé. La seconde lecture, largement partagée par des habitants du Sahel et des acteurs locaux, propose une analyse inverse, celle d'un repositionnement stratégique discret. Elle s'appuie sur des observations concrètes répétées. Les survols sont perçus comme ciblant davantage les axes économiques que les zones de conflit. Les infrastructures modernisées, notamment aériennes, persistent malgré les annonces de retrait. Des constructions nocturnes et le maintien d'instructeurs dans des sites officiellement fermés alimentent l'idée d'une continuité masquée. Pour ces observateurs, le changement de vocabulaire ne modifie pas l'orientation réelle du dispositif. Il en réduit surtout le coût politique. Pour arbitrer entre ces deux lectures, il faut se tourner vers les effets plutôt que vers les intentions déclarées. Les données évoquées dans les parties précédentes montrent une constante. Quelle que soit la terminologie employée, les conséquences produites ressemblent à celles d'un encerclement progressif. Les routes commerciales sont surveillées, les infrastructures clés restent actives et la capacité d'intervention régionale demeure intacte. Ainsi, le débat ne se résume pas à une opposition entre bonne foi et suspicion. Il oppose deux réalités vécues simultanément. L'une est formulée dans les communiqués, l'autre se lit dans les trajectoires aériennes, les cartes et les ajustements quotidiens. Et c'est précisément l'écart entre ces deux réalités qui alimente la tension actuelle, bien plus que les intentions prêtées à l'un ou l'autre camp. À ce stade, un changement décisif apparaît. La confrontation ne se joue plus d'abord sur le terrain militaire, mais dans la définition même des mots employés pour le décrire. Retrait, coopération, partenariat. Ces termes, répétés avec constance, cessent d'être descriptifs et deviennent opératoires. Ils façonnent la perception avant d'encadrer l'action. Dans les capitales occidentales, le langage administratif vise à réduire la visibilité politique d'une présence devenue coûteuse symboliquement. Sur le terrain sahélien, ce même langage est lu comme un écran. La transformation des bases en centres, des troupes en instructeurs et des opérations en coopération produit un effet précis. Maintenir des capacités sans assumer la charge d'un mot. La présence se déplace alors du spectaculaire vers l'infrastructure, du drapeau vers le réseau. C'est ici que l'analyse d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier. En affirmant que le départ proclamé masque un repositionnement, il pointe moins une intention qu'un mécanisme. Si un retrait peut signifier pivoter, et si coopérer peut signifier surveiller, alors la souveraineté devient une notion glissante, redéfinie, sans débat, explicite. Cette révélation médiane reconfigure tout ce qui précède. Les chiffres, les cartes et les témoignages cessent d'être des anomalies. Ils deviennent les pièces d'un système cohérent, où le pouvoir s'exerce par la capacité à nommer les choses autrement. Et lorsque les mots changent de fonction, la réalité qu'ils désignent change avec eux. Les effets du repositionnement silencieux ne restent pas confinés aux analyses stratégiques. Ils se diffusent dans des sphères distinctes et touchent des acteurs différents, selon des mécanismes spécifiques mais convergents. Pour en mesurer la portée, il faut observer 4 cercles d'impact: les nations, les dynamiques sociales, les acteurs économiques et l'environnement régional. Au niveau des nations, la question centrale devient celle de la souveraineté effective. Dans plusieurs capitales sahéliennes, la perception a évolué lorsque les populations ont constaté que les infrastructures modernisées et les trajectoires aériennes restaient orientées vers l'intérieur du Sahel. Les cercles rouges, apparus à partir de mi-2024, ont renforcé l'idée d'un encerclement progressif. Les débats publics se sont durcis, non sur l'existence d'alliances, mais sur leur contenu réel. Dans ce contexte, les interventions d'Ibrahim Traoré ont servi de point de cristallisation. Elles ont formulé une inquiétude déjà largement partagée, celle d'une indépendance proclamée mais partiellement conditionnée par des capacités extérieures persistantes.
Sur le plan des dynamiques sociales, le glissement est plus diffus mais tout aussi profond. Dans les villages et les quartiers urbains, le vocabulaire de la coopération a changé de tonalité. Ce qui évoquait autrefois un soutien est désormais associé à la surveillance. Les drones, présentés comme des outils de stabilisation, sont perçus comme des instruments d'observation continue. Cette perception alimente une méfiance cohérente, où chaque survol rappelle que la sécurité se décide souvent loin de ceux qui la vivent. Le résultat n'est pas une rupture ouverte, mais une tension latente qui s'installe dans le quotidien. Pour les acteurs économiques, les conséquences sont immédiatement tangibles. Commerçants, transporteurs et agriculteurs observent que les survols répétés concernent davantage les axes marchands que les zones insurgées. Certains modifient leurs itinéraires pour éviter des zones perçues comme surveillées, ce qui augmente les coûts logistiques et réduit la prévisibilité des échanges. Dans des économies où les marges sont faibles, ces ajustements pèsent lourd. La stabilité promise se traduit paradoxalement par une fragilisation des flux, révélant un décalage entre l'objectif affiché et l'effet produit. À l'échelle régionale, enfin, le repositionnement redessine la géométrie géopolitique. L'alignement Parakou-Abidjan-Dakar forme un arc qui, vu depuis Ouagadougou, semble se refermer. Les diplomaties occidentales parlent d'adaptation stratégique, tandis que les analyses sahéliennes y lisent une continuité sous un autre nom. Cette divergence de lecture alimente des frictions durables, car elle oppose une modernisation administrative à une expérience vécue de pression constante. Pris ensemble, ces quatre cercles montrent que les conséquences ne sont ni abstraites ni lointaines. Elles s'expriment dans les décisions politiques, les comportements sociaux, les choix économiques et les équilibres régionaux. Et c'est précisément cette accumulation d'effets concrets qui transforme un repositionnement discret en enjeu central pour l'avenir du Sahel. À partir des dynamiques observées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais offrent des cadres de lecture pour interpréter les signaux à venir, en se concentrant sur les actions plutôt que sur les déclarations. Dans un scénario de base, stabilisation sous tension. Dans cette configuration, la présence étrangère maintient son format discret. Les réseaux logistiques et les infrastructures modernisées restent actifs, tandis que la visibilité politique demeure faible. Les États du Sahel poursuivent une consolidation prudente de leurs institutions, sans rupture ouverte avec leurs partenaires extérieurs. Les discours continuent de diverger, mais aucune escalade majeure n'intervient. Si ce scénario prévaut, alors les tensions resteront latentes, suffisamment contenues pour éviter une crise frontale, mais assez persistante pour nourrir une méfiance durable. La stabilité existe, mais elle repose sur un équilibre fragile et constamment renégocié. Dans un scénario plus optimiste, souveraineté opérationnelle accrue, ici, les pays sahéliens parviennent à renforcer leurs capacités propres, notamment logistiques et informationnelles, en diversifiant leurs partenariats. Les infrastructures nationales absorbent une part croissante des flux, et les routes commerciales retrouvent une prévisibilité relative. Si ces conditions sont réunies, alors la coopération extérieure se transforme progressivement en appui encadré plutôt qu'en dépendance structurelle. Les débats publics s'apaisent partiellement, car les populations perçoivent des gains concrets dans la gestion quotidienne de la sécurité et de l'économie. Ce scénario suppose une montée en compétences rapide et une coordination régionale renforcée. Dans un scénario défavorable, pression économique et brouillage stratégique. Dans cette hypothèse, des contraintes économiques accrues, restrictions financières, révision d'aides ou pression commerciale, viennent fragiliser les économies sahéliennes. Les dispositifs de surveillance s'intensifient, accentuant la perception d'un contrôle élargi. Si cette dynamique s'installe, alors la tension se déplace du militaire vers l'économique et le narratif. Les divergences entre discours officiels et réalité vécue s'accentuent, rendant toute coopération plus conflictuelle et moins lisible pour les populations. Dans les 3 cas,
Une constante demeure: lire les structures plutôt que les mots. Les alliances peuvent évoluer rapidement, mais les infrastructures et les capacités changent à un autre rythme. Comprendre cet écart sera déterminant pour anticiper la trajectoire réelle du Sahel à moyen terme. Les évolutions décrites ne se limitent pas aux États, aussi issus aux institutions. Elles me modifient aussi de manière concrète la vie de celles et ceux qui habitent, travaillent, projettent leur avenir dans le Sahel. 3 groupes sont particulièrement exposés à ces transformations: les citoyens ordinaires, les jeunes générations et les acteurs économiques locaux. Pour les citoyens ordinaires, la souveraineté cesse d'être un concept abstrait. Elle se mesure à la liberté de circuler, à la sécurité d'un marché ou à la régularité d'un approvisionnement. Chaque survol observé, chaque itinéraire modifié rappelle que les décisions stratégiques ont des répercussions quotidiennes. Une première piste, souvent évoquée localement, consiste à renforcer les réseaux communautaires d'information, capables de confronter les récits officiels aux observations du terrain. Cette vigilance collective permet de réduire l'écart entre perception et réalité vécue. Pour les jeunes générations, la période actuelle est ambivalente. D'un côté, elle nourrit un sentiment de responsabilité nouvelle face à la question de l'autonomie régionale. De l'autre, elle crée une pression accrue, car les perspectives économiques et professionnelles restent incertaines. Les étudiants et jeunes travailleurs cherchent des repères pour comprendre un environnement où les mots se changent plus vite que les structures. Multiplier les espaces éducatifs, numériques et civiques, où les faits, les archives et les récits du concurrent peuvent être analysés avec rigueur, constitue un levier essentiel pour construire une pensée critique durable. Pour les acteurs économiques locaux, enfin, l'impact est immédiat. Commerçants, agriculteurs et transportateurs doivent composer avec des flux redessinés et des coûts logistiques fluctuants. Leur réponse est rarement idéologique. Elle est pragmatique. Développer des alliances locales, diversifier les itinéraires et mutualiser certaines ressources devient une manière de limiter la vulnérabilité face à des décisions prises à distance. Ainsi, la transformation en cours ne se résume pas à un débat géopolitique. Elle s'inscrit dans des choix quotidiens, modestes mais déterminants, qui redéfinissent progressivement la capacité des sociétés sahéliennes à agir par elles-mêmes. Pour que la compréhension actuelle débouche sur une capacité d'action durable, plusieurs étapes concrètes peuvent être envisagées. Elles ne prétendent pas résoudre la complexité du Sahel, mais proposer un cadre opératoire mesurable, articulant acteurs, actions, horizons temporels et indicateurs clairs. Une première étape consiste à renforcer la maîtrise informationnelle, 0,6 mois. Les États sahéliens, dont le Burkina Faso, peuvent mettre en place des cellules indépendantes de cartographie et de vérification des survols et infrastructures. L'objectif est de réduire l'asymétrie informationnelle entre discours et observation. On pourra le constater par publication régulière de rapports consolidés accessibles aux institutions et aux radios locales. Cette transparence répond directement au décalage souvent souligné par Ibrahim Traoré entre annonces officielles et capacités effectives. Une deuxième étape consiste à sécuriser les flux économiques internes, 0,12 mois. Les ministères des Transports et du Commerce peuvent identifier et renforcer des itinéraires alternatifs pour les axes marchands sensibles. Il s'agit de limiter l'exposition des échanges à des reroutages imposés. On pourra le constater par stabilité saisonnière des volumes échangés et réduction mesurable des détours logistiques contraints. Une troisième étape consiste à développer une autonomie technologique ciblée, 6-18 mois. Universités techniques et académies militaires peuvent coopérer pour former des unités locales capables d'analyser des données satellitaires et de gérer des systèmes de surveillance. On pourra le constater par nombre de techniciens certifiés et d'outils nationaux déployés. Cette étape diminue la dépendance au réseau extérieur. Une quatrième étape consiste à structurer un dialogue régional opérationnel, 6-12 mois.
La création d'un conseil sahélien réunissant experts, diplomates et représentants civils permettrait d'anticiper collectivement les pressions et d'aligner les réponses. On pourra le constater par décisions conjointes trimestrielles et mécanismes de suivi partagés. Ces étapes dessinent une souveraineté praticable, ni proclamée ni abstraite, mais progressive, vérifiable et vécue. Elle déplace le débat des intentions vers les capacités, là où se joue désormais l'essentiel. Dans le silence laissé par les cartes et les communiqués, les visages ordinaires reviennent au premier plan. La mère de la périphérie de Ouagadougou, qui allumait une bougie pour son fils disparu, n'a jamais parlé de géopolitique. Elle parlait d'un manque, d'une absence et d'un ciel devenu étrangement présent. Son geste simple résumait une réalité complexe. Lorsque les mots changent, ce sont souvent les familles qui en paient le prix sans l'avoir choisi. Le commerçant du Sud, lui, continue de compter ses trajets et d'ajuster ses itinéraires. Il n'emploie pas le vocabulaire des experts. Il observe, compare, s'adapte. Pour lui, chaque trajectoire aérienne est un signal qui influe sur une décision concrète. Passer, attendre, contourner. Son regard capte ce que les discours laissent de côté. Entre ces deux récits, une ligne commune apparaît. La souveraineté n'est pas un événement spectaculaire. Elle se manifeste dans la capacité à comprendre ce qui change et à nommer ce qui persiste. C'est dans cet espace que la lecture d'Ibrahim Traoré trouve sa place. Non comme une posture héroïque, mais comme une tentative de mettre des mots précis sur des continuités vécues. Ces histoires modestes rappellent que le cœur du débat n'est ni abstrait ni lointain. Il vit dans les gestes quotidiens et les ajustements silencieux. La liberté exige une vigilance quotidienne.